pairs en public sur certaines plateformes et qui facilite donc la validation des informations de routage de façon globale. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est quels sont les éléments que vous inscrivez là-bas et qui sont rendus publics. Donc, l'objectif du module, c'est de vous amener à comprendre comment permettre aux autres la validation des annonces de route qui partent de votre réseau et par la documentation. Il y a encore quelqu'un qui... Est-ce que vous pouvez fermer les micros, ceux qui viennent de nous rejoindre? Parce que quand je lis le cours pour revenir sur... Alors, donc, l'idée ici, Boris, est-ce que tu peux fermer, s'il te plaît, ton micro? L'objectif, c'est de vous amener à comprendre comment les autres acteurs s'y prennent pour valider les routes qui proviennent de votre réseau et surtout savoir comment cette documentation-là est structurée. Donc, on va apprendre qu'est-ce qu'on appelle les politiques de routage réseau. Et on va aussi voir comment la documentation de votre réseau est faite et comment le rendre public. Aussi voir comment faire connaître aux autres que les annonces qui proviennent de votre réseau sont valides, sont bien. Donc, pour le cas de cette action-là, donc, lorsque des acteurs participent à l'initiative Manners, ils doivent être donc capables d'appliquer les actions qui facilitent, donc les actions suivantes qui facilitent la validation des informations de routage. Le premier point, c'est de communiquer les informations correctes de leur réseau ou des réseaux qui sont liés à eux, de publier, donc de rendre public la documentation sur le routage, les politiques de routage, sur les AS autonomes, sur les préfixes, donc qui sont les blocs d'adresse IP qu'ils ont l'intention d'annoncer vers l'extérieur ou vers les parties extérieures à leur réseau. Comme on l'a souvent peut-être dit ou comme vous le savez, donc les informations de routage pour ce qui concerne Internet, le protocole qui permet donc l'échange là, c'est le BGP, donc Border Gateway Protocol. Pour ceux qui ont pris peut-être le temps de voir dans les documentations que j'ai partagées la semaine dernière, je vous avais donné une ressource Internet intéressante sur le BGP, donc qui s'appelle BGP for All, qui est une documentation mise à jour avec une progression assez intéressante proposée par Philip Smith. Donc, dans le but de valider donc, vos informations d'annonce au niveau global, votre organisation doit être capable donc de rendre les politiques de routage disponibles pour les autres réseaux. Et comme tout le monde est interconnecté via le BGP, ça voudrait dire que ces informations-là vont être véhiculées via les sessions BGP que vous montez. Et à travers ces sessions BGP-là, donc, vous serez interconnecté aux autres et on devrait pouvoir, si vous respectez donc les standards qui sont disponibles,
avoir le maximum d'informations sur vous. Donc, les actions managed, comme on l'avait dit, nécessitent que vos informations soient disponibles. Cela inclut les infos qui sont originaires de votre réseau et qui décrivent comment vous pouvez être joignable. Et le point spécifique qui couvre les routes, c'est comment vous êtes annoncé vers les autres réseaux. Comment, en fait, vous devez pouvoir, dans les annonces que vous faites, permettre aux gens de savoir comment vous êtes liés aux autres. Dans les outils aussi que je vous ai donnés, je vous avais donné, je pense, un Looking Glass qui s'appelle Telia. L'idée du partage de Looking Glass, c'était de permettre pour ceux qui le souhaitaient de voir donc comment leur trafic est routé depuis de chez eux vers leur opérateur upstream et puis vers l'opérateur de leur opérateur. Souvent, ça permet, lorsqu'il faut troubleshooter, de savoir est-ce que votre trafic il est bloqué chez votre opérateur ou de savoir si votre trafic dépasse le cadre de votre opérateur qu'il est bloqué ailleurs. Et dans le sens inverse aussi, le Looking Glass il peut être utile lorsque vous avez des clients qui vous disent que les blocs d'adresses qu'ils partagent dans les sessions BGP avec vous ne sont pas visibles sur Internet et donc vous allez faire donc l'analyse inverse et vous positionner sur des Looking Glass un peu partout dans le monde et puis de voir de ce point de routage Internet qui peut être en Asie, en Amérique, en Océanie, est-ce que vous arrivez à trouver la route pour revenir sur le réseau de votre partenaire? Donc, vous devez être capable de lui montrer le chemin inverse pour montrer votre bonne foi. Souvent, ça peut vous sortir d'affaires lorsqu'il y a des situations conflictuelles qui viennent. L'idée ici, c'est de vous dire pourquoi il est important d'avoir une validation, pourquoi la validation des informations de routage elle est importante. Donc, il y a un scénario ici qui se présente à vous. Donc, à l'étape 1, donc, vous allez avoir un réseau qui est censé envoyer un certain nombre de préfixes. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les mettre dans les caches. Lorsque je commente, je ne peux pas voir et les caches et tout en même temps. Donc, je vais les reprendre soit à mi-chemin et puis y répondre. Donc, ici, à l'étape 1, quand vous regardez, donc, on a donc un réseau, voilà, pas correct, un réseau passeré ou un attaquant qui annonce en fait des préfixes d'un autre réseau. Je vous ai dit la semaine dernière que ça arrive beaucoup et même dans nos régions, surtout dans nos régions parce que beaucoup de nos opérateurs ont des blocs d'adresses dormants et lorsque certains réseaux sont en manque d'adresses ou sont opérés par des personnes qui ne veulent pas respecter une certaine déontologie, ils peuvent utiliser vos blocs d'adresses. Donc, dans le cas de figure ici, on a donc l'adresse, le réseau AX qui est là, qui va annoncer ce bloc /24. Et on sait qu'il n'est pas, il va se propager sur Internet. Et en se propageant sur Internet, cette adresse va être acceptée par l'ASB, donc l'ASNB, donc qui est le réseau qui est directement contigu, qui est son fournisseur d'accès. Et ce fournisseur d'accès-là va reverser, donc il va annoncer le bloc-là sur Internet. Une fois que cela est fait, ça voudrait dire que le trafic initial qui avait été fait par
je vais dire, l'organisation propriétaire du bloc, qui est l'AS 64501, qui est ici. Donc, il va se retrouver avec du trafic qui ne va pas normalement, qui était initialement destiné aux 64. Alors, ok, le trafic qui était initialement qui est destiné à un réseau va être redirigé vers l'ASX. Donc, ça veut dire que ici, vous avez l'ASA qui, pour lui, il pouvait communiquer sur un certain bloc et que ce bloc-là, lorsqu'il communique là-dessus, devrait venir sur l'AS 64501 ici. Donc, comme il a quelqu'un à côté qui a déjà annoncé ça, donc le trafic là peut se retrouver rerouté là-bas. Vous allez vous retrouver dans des situations, dans ces cas de figure, où vos blocs, vous envoyez du trafic. Alors, le trafic, il va aller en uplink vers l'Internet, mais au retour, vous allez voir que certains services dans votre réseau ne vont pas marcher parce que lorsque d'Internet, on va vouloir vous renvoyer vos réponses vont se perdre. Et là, si vous partez, par exemple, dans un looking glass, vous allez voir qu'en essayant de tracer les chemins BGP du 192.0.2.0/24, qu'il y a un autre opérateur qui essaie de l'utiliser en lieu et place de vous. Donc, ce qui peut être intéressant ici, c'est, nous supposons que vous, l'AS 64501, vous avez pris, vous étiez bien organisé, vous aviez documenté vos informations de routage dans les bases IRR et que on se rend compte que quelqu'un est en train d'utiliser vos ressources puisque vous avez déjà mis les informations de routage vous concernant dans ces bases partagées-là. À partir de là, ça va faire que quand bien même que l'attaquant essaie d'usurper vos ressources, cela ne va pas avoir l'effet escompté. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, quand bien même qu'un attaquant dont l'ASX a essayé d'annoncer vos ressources, comme vous aviez appliqué, vous aviez, je vais dire, partagé vos informations de routage d'origine et vos préfixes avant dans une base commune, donc ça fait qu'il n'aura pas cet effet-là. L'idée, c'est ce qui explique la nécessité de pouvoir imposer ou impliquer la validation de l'origine des routes lorsque vous adhérez, par exemple, à l'initiative MANES. Donc, pour celui qui disait précédemment, est-ce qu'il faut, c'est national, c'est par opérateur? Lorsque, par exemple, vous avez un FAI ou un opérateur qui a déjà eu son réseau paralysé, ou que si vous pouvez lui expliquer que certains blocs d'IP de son réseau n'ont pas une bonne visibilité ou sont usurpés, ça peut l'amener à changer, à aller vers les bonnes pratiques. Après, il peut y avoir des difficultés selon la taille de l'organisation, mais au moins, vous pouvez les sensibiliser et ça peut lui permettre de pouvoir voilà, adhérer à l'initiative. Donc, l'idée ici, c'est de dire, si vous aviez partagé la validation des informations de routage, ça vous permet de pouvoir, quand bien même qu'on essaie de vous affaiblir, de vous en sortir. Donc ici, ce point ici, on va essayer de parcourir les éléments de documentation qui sont attendus dans vos annonces. Donc, ça vous permettra de savoir ou de continuer l'exercice qu'on a fait la semaine dernière et on va aller un peu dans les détails et puis se rendre compte, est-ce que on pouvait faire mieux? Est-ce qu'il y a urgence? Donc, dans la documentation attendue dans les annonces, donc,
Le premier ici, donc on suppose que dans vos informations de routage, vous devrez avoir dans la politique de routage des objets. Donc, lorsque vous créez les routes objets, donc dans la zone autonome, donc vous devrez pouvoir inscrire des éléments qui sont compréhensibles par les autres routeurs. Ça veut dire que lorsque vous partez pour créer des routes objets, je pense qu'on pourra faire un exercice sur ça. Lorsque vous partez pour créer des routes objets, ne vous contentez pas juste de mettre le minimum, mais essayez de mettre les infos utiles qui vont vous permettre donc de ne pas être affaibli par la suite. Ensuite, on suppose aussi que dans les informations de routage que vous allez insérer, vous avez des clients, vous avez vos clients et vos clients peuvent avoir leurs propres ressources Internet que vous faites transiter via votre réseau. Donc, je vais dire quoi, l'info AS7 va permettre en fait d'identifier les informations de routage qui viennent de vos clients. L'avantage de cela, c'est que en cas, par exemple, de spamming, supposons que vous avez un client qui est en train de spammer, mais via votre réseau. Lorsque ce trafic est analysé par une tierce entité, on peut savoir que, certes, le trafic, il passe par votre réseau, mais vous avez déjà identifié que ce trafic-là était celui d'un de vos clients. Donc, ça fait que l'investigation ou la responsabilité ne va pas forcément se poser sur vous. OK. Ensuite, il faut aussi vous assurer que vos clients ont enregistré les informations de routage les concernant. Donc, parce que une chose est de dire, ça c'est le réseau de mon client, mais quand on va aller sur les bases, qu'on puisse aussi savoir que les routes objets là sont vraiment à eux. Donc, ça voudrait dire que lorsque vous devez rentrer en relation de peering avec un client, il y a des prérequis à vérifier. J'avais dit la dernière fois que lorsque vous devrez établir une session de BGP avec, par exemple, une entité X, au-delà donc des IP de peer que vous allez partager, s'il doit vous annoncer des routes et que vous devrez peut-être mettre à jour des filtres, dans la préparation de l'activité, vous pouvez aller vous-même dans RADDB ou dans les bases de Afrinic ou de RAPNCC ou de APNIC, dépendant de là où vous êtes positionné, et de vérifier est-ce que les routes objets corrects sont existants. Ça vous permet d'éviter de prévoir une activité, de faire des configurations et de voir que le trafic ne va pas monter simplement parce que certaines informations n'avaient pas été saisies. Donc ça, vous pouvez le vérifier avec, par exemple, RADDB avant de faire la session. Enfin, vous devez aussi vous assurer que les annonces ROA sont présentes dans la base RPKI, puisque, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a plusieurs niveaux de, je vais dire, de stockage d'informations et qui peuvent permettre donc aux réseaux tierces de pouvoir les collecter pour faire les analyses. Donc, si vous appliquez par exemple le RPKI pour imposer l'analyse de l'origine de vos trafics, il va falloir que vous assurez que les différentes bases là sont mises à jour
et aussi s'assurer que lorsque un client vous annonce quelque chose, que ce qu'il vous annonce existe conformément tel qu'il le fait avec vous dans les bases, dans la base appropriée. De façon concrète, ce qu'on a présenté tout à l'heure, c'est les éléments, je vais dire, utiles qu'on attend lorsque on essaie de chercher à vérifier votre présence dans les bases de documentation. Ici, on vous présente deux outils. Donc, je pense que ces deux outils-là, vous êtes familier avec eux. Nous allons voir pour chacun quels sont les éléments ou comment, quelle est leur implication dans la documentation dont on a parlé tout à l'heure. On a présenté les éléments qu'il faut. Maintenant, on va essayer de voir dans chacun de ces éléments-là, de ces deux bases-là, qu'est-ce qu'on peut trouver ou qu'est-ce que vous devrez, sur quoi vous devez faire attention. Donc, pour la base Internet Routing Registry, comme on l'a dit, et ces bases-là sont tenues par les registres Internet régionaux. Et ces registres Internet régionaux-là, donc, nous les avons ici. ARIN pour la zone Amérique, LACNIC pour la zone Amérique du Sud, RAP-NCC pour l'Europe, APNIC pour l'Asie et AFRINIC pour l'Afrique. Donc, dans ces bases-là, nous avons vu que les registrars donc, vont enregistrer, donc stocker les informations et les politiques de routage et tout ce qui est information sur le routage. Ça voudrait dire que si vous partez sur la base de Afrinic, vous pouvez interroger des ressources d'opérateurs de votre pays. Et comme on l'a vu la dernière fois, vous pouvez aller sur les sites BGP View ou vous pouvez déjà identifier les opérateurs qui sont censés être dans votre pays. Et puis petit à petit, essayer de vérifier comment sont insérées les informations de routage dans les différentes bases. Nous avions aussi vu que pour certaines régions, donc en dehors des bases des registres, vous avez aussi des bases alternatives, donc RADB. Donc, et j'avais dit aussi que les différentes bases-là sont synchronisées entre elles. Donc, si vous partez interroger la base de ARIN, vous verrez si certaines infos avaient été déjà, si la ressource est d'origine afrinique. Donc, une fois que les routes objets sont créées, afrinique, la base afrinique est en synchro avec les bases ARIN, APNIC pour pouvoir voilà, faire la duplication et avoir la mise à jour partout. Mais ici, on nous annonce que pour la région LACNIC, donc la région Amérique du Sud, la base RADB remplace la base du registre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il fut un moment, même pour la zone afrinique, lorsque vous vouliez interroger sur les routes objets africaines, il fallait aller sur RAP-NCC. Ça évolue et ça prend du temps aussi pour pouvoir avoir des bases de données dans nos régions et de pouvoir les stabiliser. C'est un peu souvent la raison véritable. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc vous avez deux éléments ou disons trois éléments ici que vos annonces doivent, à mon avis, contenir pour permettre de faire la documentation. Maintenant, vous pouvez, pour une meilleure pratique, c'est bien d'avoir l'ensemble des champs fournis. Ça permet donc d'avoir une meilleure précision. Le premier élément, c'est
la partie route, le type de route. Donc, ici, quand vous allez vouloir créer donc la syntaxe, je vais dire de base des routes objets, vous le verrez comme ça, vous avez deux choix. Vous avez vous avez une interface graphique où vous pouvez cocher pour pouvoir les créer et mettre les champs. Ou vous avez aussi un champ vide où vous pouvez, genre comme, déposer votre script et exécuter. Pour pouvoir faire cela, ce n'est pas tout le monde dans le réseau qui peut le faire. Dans votre institution, si vous avez des ressources Afrenic, c'est celui qui a le mot de passe de maintenance. Donc, je vais dire le route mainteneur. Donc, si vous vous rendez compte que des routes sont mal enregistrées vous concernant, vous devez vous assurer que dans votre réseau, il y a forcément, soit c'est l'ancien admin ou bien c'est... Voilà, il faut identifier cette personne-là et lui demander d'aller mettre à jour les informations. S'il se trouve que cette personne a quitté votre administration et que vous ne savez plus quoi faire, alors vous pouvez écrire à Afrenic et la procédure de restauration va être appliquée. Vous aurez à justifier d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir donc rentrer en possession de l'adresse de votre route maintenant. Ça peut arriver parce qu'il y a des gestionnaires qui partent en queue de poisson, donc tout dépend de... Donc, ça voudrait dire ici que vous devez, si vous n'avez pas d'IPv6 dans votre réseau, vous pouvez dire, OK, votre ASN n'autorise que des IPv4. Et en ce moment, bon, c'est clair. Si un jour quelqu'un annonce des IPv6 sur votre ASN, ça voudrait dire qu'il va être bloqué. Et dans ce cas de figure ici, l'AS 64500, il est autorisé à faire des annonces de préfixes en /36. Si dans les informations de routage qui vont arriver chez vos peers, s'ils voient que la taille des préfixes n'est pas conforme à ce que vous avez défini, alors ce ne serait pas autorisé. Pour le second argument, on a aussi vu que vous devez donner des informations qui permettent en fait de, je vais dire quoi, d'identifier vos partenaires ou vos partenaires ou vos clients. Donc, ça vous permet donc de pouvoir mettre des éléments de différenciation et ces éléments-là vont être interprétés dans l'étape de routage comme étant vos clients et la syntaxe est assez claire, ça peut aider lorsqu'il y a du troubleshooting à faire. Le troisième élément, donc, ici, vous avez... Alors, Michel, je vais... OK, merci. Donc, le troisième élément ici, les politiques de routage d'NAS sont documentées avec des objets. Donc, et ils sont enregistrés dans la base IRR. Maintenant, ces objets-là, on le verra où on l'a vu la dernière fois qu'il y a un langage spécifique qui permet de le faire. Donc, quand vous voyez ici, vous avez donc l'ajout, c'est-à-dire que soit vous avez ajouté comment on appelle ça, des informations sur un nouveau client, et il y a la provenance, la source où on a importé les données. Donc, vous avez ici un certain nombre d'informations qui sont dans la base des registres, ce qui permet donc d'avoir un peu, je vais dire quoi, une certaine traçabilité sur tout ce qui est documentation disponible sur vous. Donc, il contient ici votre politique de routage.
il contient les informations de routage et tous ces éléments-là donc sont stockés chez votre registre régional et partagés avec les autres registres. Donc, comme on l'avait dit, donc, le langage RPSL, c'est ce langage-là qui permet donc de pouvoir manipuler ces objets-là. Ce n'est pas un langage forcément qu'on nous demande d'apprendre, puisque notre rôle, c'est d'alimenter juste la base. Donc, nos opérations ne sont pas des opérations complexes généralement, mais nous devons juste savoir quel est le langage derrière qui permet d'alimenter ces bases-là. Bien qu'il soit, à mon avis, très simple, c'est pas, vous ne créez pas des routes objets tous les jours, mais la structuration est très pratique dans l'usage. Donc, voici en gros trois éléments clés qu'il va falloir garder à l'esprit lorsque vous devez enregistrer vos informations de routage donc dans les bases comme on appelle des registres. L'autre base qui est utilisée et qui permet d'avoir de la documentation sur vous, donc c'est tout ce qu'on va mettre pour la partie RPKI. Aujourd'hui, et la semaine dernière, je vous avais partagé l'adresse de cette nouvelle base-là elle existait à Afrinic il y a quelques années, mais beaucoup d'opérateurs ne l'utilisaient pas parce que voilà, elle était, pour certains, ce n'était pas abouti. Ça dépend de quel bord vous vous situez. Ici, on a une vue de comment cette base-là se présente dans la zone, je pense, une capture de RAP-MCC. Donc ici, le plus-value que la base RPKI apporte, c'est au-delà des informations sur la politique de routage, ici, c'est la documentation sur souvent l'origine, voilà, c'est-à-dire que qui est autorisé à annoncer quoi, quelle est la taille que nous autorisons, et ces informations-là vont aussi être stockées, et en faisant le matchage entre les deux, on devrait pouvoir donc vous permettre d'accepter du trafic, soi-disant venant de vous ou pas. Donc, et dans cette base, vous avez trois éléments, vous créez, vous publiez, vous modifiez, Pour le cas d'Afrinic, lorsque vous... Alors, je prends le cas d'Afrinic, je sais que vous n'êtes pas tous de la zone Afrinique, mais globalement, vous écrivez, vous avez réservé des adresses Internet chez votre registrar. Il va vous donner l'accès à l'interface de gestion et il va vous donner le route mainteneur. Il va vous donner cette adresse et avec des adresses autorisées à voter ou à faire des activités avec eux. Quand vous allez vouloir passer au RPKI, la personne dans votre équipe de gestion qui va le faire va écrire au registrar. Il y aura un contrôle d'identité avec partage de passeport ou carte d'identité. Et à partir de là, ils vont vous envoyer un mot de passe qui vous permet de créer donc un mot de passe qui vous permettra donc de manipuler ces objets-là. La procédure, elle est ainsi un peu laborieuse parce que si quelqu'un de non autorisé arrive à aller créer, à aller faire des insertions de données dans cette base-là, ça peut paralyser votre réseau. Donc, c'est un peu ça. Mais si vous êtes dans une organisation où tout cela n'est pas bien structuré, moi, en tout cas, je vous conseille d'essayer d'approcher l'équipe en charge et puis de les conseiller jusqu'à ce qu'ils puissent avoir tous ces éléments-là et puis petit à petit travailler à assainir votre vue de routage sur Internet. Donc ici, c'est un rappel. On avait vu aussi que lorsque
vous avez dans la base RPKI, chaque champ va donner une information. Ici, le premier champ, il indique les ASN pour lesquels auxquels sont rattachés les routes objets. Donc, ensuite, vous avez le champ qui définit les préfixes donc spécifiques qui sont liés à l'ASN donnée. Et ça permettra donc, lorsque ces préfixes-là sont annoncés, d'être acceptés parce qu'il est lié à l'ASN. Le troisième champ, c'est la taille spécifique possible autorisée. Par exemple, si vous prenez ici, donc sur cette ligne-là, vous avez l'AS 57771 qui a un bloc /21, mais qui inscrit dans la base qu'il peut arriver qu'ils annoncent des /24. Ce qui voudrait dire que s'il arrive un jour que dans les informations de routage, vous rencontrez des /24 venant de l'AS 57771, c'est autorisé. Mais si lui, il ne l'a pas spécifié, ça veut dire que lorsque quelqu'un le fera, ben, ça ne passera pas. Ça peut être comme une solution. Vous pouvez, pour certains réseaux, certains pays, avoir des petites liaisons, donc, ou d'avoir un mécanisme de protection qui fait que sur un lien, vous envoyez le /21 et puis vous prévoyez d'envoyer des petits /24 sur des petits liens. Donc, cela peut se faire dans la pratique, ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes. Donc, voici un peu des éléments qui peuvent vous être utiles ou qu'il faut avoir à l'esprit lorsque vous introduisez vos informations dans la base RPKI. Donc, voilà en gros, je pense, les 2 éléments sur lesquels il faut peut-être faire attention dans ce processus d'adoption du MANES. Je pense que c'est là, comment on appelle, couvre les points qui interviennent dans le processus de validation globale. Ce que je vais vous proposer ici,